hommage. Certains de nos collègues ont été présents, mais on le sait, tous les travaux que nous faisons actuellement sont inspirés des impulsions qu'il a données et de l'esprit rassembleur qu'il a su apporter à nos travaux. Et donc, ce que nous produisons là est aussi une façon de lui rendre hommage. Je salue aussi les collègues parlementaires qui sont là à nos côtés aujourd'hui et qui ont participé au groupe MIMP, le fameux groupe de travail. Donc Céline Calvez, Denis Massiglia, Sophie Met qui vont nous rejoindre, Fabienne Colbock, je ne sais pas où elle est, je la vois pas. Elle va arriver, Fabienne Colbock, Stéphane Vogetta, Monique Iborra, et puis Quentin Bataillon et Céline Hervieux qui viennent nous rejoindre et qui sont présents dans la salle, qui peuvent bien sûr réagir au moment des questions-réponses. Et puis saluer l'ensemble des personnalités qui sont présentes. Vous représentez les journalistes, les syndicats, les groupes de presse et de médias, les autorités plus institutionnelles comme l'ARCOM, comme le ministère de la Culture, d'autres organisations. Vous êtes très nombreux à vous intéresser et à être mobilisés. Je t'ai salué, hein, Stéphane, cher Stéphane. Et donc, on est ravis de pouvoir voilà, échanger avec vous autour de ces propositions. Ces propositions, c'est donc l'issue d'un travail de 6-8 mois de députés au départ qui étaient de la commission culture, nous trois, commission culture, éducation, jeunesse, mais qui s'est élargie à une trentaine de députés de l'ex-majorité présidentielle de diverses commissions, soit des députés très intéressés par le sujet de la transformation des médias et de la presse, soit certains qui avaient envie d'apprendre et de se former au regard des enjeux d'actualité. Et donc, ça nous a permis aussi d'être très présents sur ces sujets et on va dire de monter en niveau et en qualité de connaissances et en compétences. C'est important aussi pour nous, députés, lorsqu'on aborde un débat législatif, comme celui qui allait arriver de l'audiovisuel public et qui a été stoppé net par la dissolution, de savoir de quoi on parle et d'avoir pris le temps d'écouter les professionnels. C'est ce qu'on a fait pendant ces 8 mois de travaux. Nous avons, avec l'aide de nos collaborateurs parlementaires, puisque c'était un groupe de travail spontané, hein, qui n'était pas officiel au sein de l'organisation de l'Assemblée nationale, nous avons rédigé ce livre blanc et nous l'avons remis le 7 juin 2024 aux États généraux de l'information, à Bruno Patino, qui suivait nos travaux de loin, mais qui savait qu'on allait lui rendre cette contribution 2 jours avant la dissolution. On s'est dit c'est bien parce que voilà, ce n'est pas perdu, c'est au bon endroit. Et effectivement, nous avons attendu la présentation qui a eu lieu le 12 septembre dernier des États généraux de l'information, et je salue les membres du comité de pilotage, tous ceux qui ont participé aux États généraux. Nous avons attendu le 12 septembre pour venir présenter publiquement notre point de vue, on va dire, de parlementaires. Et on est aussi heureux de voir que beaucoup de choses convergent. Qu'il y a avec vous tous beaucoup de constats qui sont partagés, des constats sur les défis qui sont devant nous. Et on se propose aujourd'hui de ne pas passer beaucoup de temps sur les constats, parce que vous êtes des professionnels ici dans l'assistance, et donc vous refaire les statistiques, les études et les constats, je crois que vous n'êtes pas venus pour ça. Simplement, on sait qu'on a comme enjeu commun la transformation numérique, l'intelligence artificielle, le sujet, le défi des ingérences étrangères, la lutte contre la désinformation, la transformation des modèles économiques, la transition écologique, la transformation des usages avec les nouvelles générations. Et tous ces sujets interviennent dans les propositions que l'on a aujourd'hui. Comment ça va se dérouler ? Vous avez pu prendre le document de synthèse qui est à votre disposition en format papier. Il comporte 3 parties qui sont les 3 thématiques que nous avons choisi de travailler: le numérique, le sujet du statut et du métier de journaliste et le sujet de l'indépendance et du pluralisme des médias. Sur chacune de ces parties, nous allons chacun présenter quelques propositions rapidement, pas toute la totalité, vous n'aurez pas le droit au sang, vous êtes soulagés. L'ensemble du rapport et des propositions sont disponibles en téléchargement sur les sites des États généraux de l'information dans la rubrique des contributions. Ensuite, Nathalie Sonac réagira avec son point de vue sur les travaux que nous avons faits et son éclairage d'universitaire et de spécialiste du sujet du modèle économique des médias. Et puis ensuite, place aux questions-réponses. Vous dire aussi, vous le découvrirez au fur et à mesure de la présentation, que
nous sommes parlementaires et que donc en parallèle, nous avons fait un travail de rédaction d'une proposition de loi qui est en cours de dépôt à l'Assemblée nationale, et j'y reviendrai à la fin de cette présentation. Donc je passe tout de suite la parole à Laurent Esquenet-Gox sur la première partie qui est le défi au moment de la transformation numérique, le défi pour nos médias. C'est bon, t'appuies. Merci beaucoup. Un petit avant-propos pour expliquer aussi ma présence. La présentation de ce livre blanc devait avoir lieu le courant juin, comme la restitution des et l'exécution voulue par le président de la République a reporté cette présentation. Ça a également interrompu ma mission sur les agences étrangères en médias, et laissé en stand-by ma proposition de loi pour renforcer l'effectivité du droit voisin de la presse, et ceci en raison de la fin de mon mandat. Donc ceci est posé, comme ça on n'entend plus. Et je voulais aussi revenir en fait aussi pourquoi ce groupe de travail avait été créé, en tout cas sur sa genèse, et tout a démarré avec la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête de la rédaction du JDD. Nous étions sur scène au Théâtre Libre pour soutenir les journalistes du JDD. Suite à ça, les choses nous ont permis d'avancer, notamment aussi à travers la mission sur le public, présent, la commission d'enquête TNT, même si le suivi était suivi par l'information. D'entre vous d'ailleurs été présent dans cette commission. Donc en fait, tout convergeait vers une analyse, en tout cas un travail pour des propositions issues des députés impliqués sur ce sujet, mais d'autres aussi également, comme tu l'as expliqué, puisque certains députés sont venus à nous, ou en tout cas dans ce groupe de travail, et ont été intéressés par connaître un peu mieux le système des médias, qui est quand même assez complexe. Voilà. Donc, ce préambule étant fait, je vais vous parler de l'axe 1, en fait. Donc, l'information à l'heure du numérique, faire confiance dans un univers de surinformation. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne va pas vous faire les 100 propositions, ça va être un peu indigeste, on a choisi chacun de focaliser sur certaines propositions. Et notamment, moi, sur la proposition 3, créer une présomption de responsabilité éditoriale des réseaux sociaux, certains contenus publiés sur leur plateforme. Pour donner un petit exemple, lors de la pandémie de Covid-19, au mois de mars 2020, à partir du confinement, le réseau social Facebook avait identifié 40 millions de publications problématiques ou douteuses sur ce sujet. Mais rapidement, on n'est plus dans un domaine de l'information qu'on peut connaître à travers la télévision ou la radio, quand on touche 40 millions de personnes d'un coup, 40 millions de publications sur problématiques, c'est autre chose. Il y a exactement la même chose sur Twitter. Et l'Institut Reuters a expliqué dans la conclusion d'une étude sur 6 pays que un tiers des utilisateurs des réseaux sociaux avaient été exposés à une information fausse, ou trompeuse sur cette période. On voit la responsabilité des plateformes numériques est immense. Un éditeur de presse ou de médias télé ou radio est responsable devant la loi du contenu public. Il faudrait peut-être que le numérique ne soit pas non plus exempté, en tout cas, ce qui nous avait été rapporté par l'éditeur. Sur la proposition 4, Vas-y, continue. Hein, sur la proposition 4, garantir la modération des contenus francophones soit faite par des modérateurs francophones. Je vous ai sorti quelques petits exemples. Sur Facebook et Instagram, ils ont 1362 modérateurs pour l'Union européenne et 226 en langue française. Tout ça pour 259 millions d'utilisateurs. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est pas plus grave. TikTok et LinkedIn sont encore plus bas, mais si on parle par exemple du cas de X, en Twitter, ils ont 38 modérateurs en langue française. Pas grand-chose. Je pense que peu d'entre eux sont basés d'ailleurs en France. Voilà pour ça, pour cette responsabilité des plateformes et des réseaux sociaux. Je vais passer sur la partie des nouvelles technologies menaçantes pour la véracité de l'information. On le sait, l'IA est une révolution industrielle pour les médias et l'information, mais elle est également culturelle pour les utilisateurs. Elle constitue cependant une menace car elle permet de tordre la réalité en créant des fake news et même maintenant des deepfakes de plus en plus difficiles à détecter. C'était cette fausse vidéo russe 30 secondes qui a touché rapidement plus de 30 millions d'utilisateurs, qui faisait croire à la capture d'un soldat français en Ukraine, des soldats qui ne sont pas présents. Il y a également très récemment la diffusion d'une vidéo propagande russe
utilisant les codes et l'image de nos amis de RSF voilà, pour propager de fausses nouvelles. Et si on veut faire un peu plus court et plus récent encore, Elon Musk très récemment a propagé une vidéo avec la voix de Kamala Harris sans indiquer qu'il s'agissait de quelque chose qui avait été créé par l'Union. Ça me permet d'utiliser un vieil adage, mais qui marche toujours, un mensonge peut faire le tour du monde sans que la vérité ait le temps de mettre ses chaussures. Voilà pour cette partie-là. Je voulais faire également un focus sur la partie proposition 11. De pouvoir offrir aux médias certifiés la possibilité de bénéficier d'une mise en avant sur les différentes plateformes en ligne. Ça doit pouvoir se faire à travers les certifications qui existent. Alors, on peut parler de GTI, qui est originaire de RSF, mais aussi l'IPG, la CPPAP par exemple. Par ailleurs, toujours défendu cette certification et notamment par la création de GTI par RSF à l'origine. Le choix doit être permis et la mise en avant par les plateformes et ces contenus d'information certifiés est un enjeu important. D'ailleurs, les EGI, une dernière à leur institution, vont également dans ce sens en demandant l'instauration d'une obligation d'affichage des contenus d'information par les grandes plateformes. S'agissant de RSF, je ne vais pas le refaire intégralement, mais je voulais rappeler effectivement que son directeur général et ami Christophe Delors était à la tête des EGI jusqu'à son remplacement en janvier par Bruno Petit. Je souhaitais également lui rendre hommage. Si on s'attarde un petit peu sur la partie C, le modèle économique bouleversé par l'évolution des usages portant clé de voûte de notre modèle médiatique, donc les propositions 13, 14 et 15. On revient sur un sujet qui m'est cher, la fameuse PPL des droits voisins, j'ai un exemplaire ici. Et voilà, cette PPL avait déposé en janvier dernier. J'attendais un créneau favorable, un créneau en tout cas de semaine transpartisane à la rentrée en septembre ou en octobre. On voit que ça n'a pas forcément été possible, et d'ailleurs ce n'est plus possible, en tout cas en mon nom propre maintenant. Voilà, donc, mais ça n'empêche pas que ce sujet doit être à nouveau mis sur le devant de la scène, étudié et proposé. Et à cet effet, je peux vous annoncer que j'ai demandé à mes collègues Jérémy et Violette de porter ce sujet. Elle a été co-signée d'ailleurs par de nombreux députés de ce groupe MIP. Il pourrait être enrichi peut-être et sans doute par d'autres propositions phares de ce rapport. Si on revient sur les propositions, concernant la proposition 14 et 15, elle visait à mieux définir les destinataires des droits voisins, notamment les éditeurs et les agences de presse reconnues. Il y a aussi la question des journalistes, c'est un sujet controversé certes, mais il s'agira peut-être de fixer un jour quelle est cette juste rémunération, peut-être avec une règle simple, commune qui devrait leur être appliquée. D'ailleurs, ça a été souligné la semaine dernière par les EGI également, dans la recommandation numéro 2, je la cite, la profession devra commencer à construire un outil de gestion collective pour les médias d'information. Ça va plus loin que le droit voisin, mais cette partie-là peut être intégrée là-dedans. Sur la 14, je vais passer rapidement, recentrer les droits voisins sur les éditeurs et agences de presse reconnues, tels que la CPPAP, sont des critères stricts, préalablement définis. On va parler donc directement au suivant. Sur la partie D de ce premier axe, armer chacun dans la guerre de l'information en développant largement l'éducation aux médias et à l'information. Alors, il y a de nombreux acteurs, de nombreuses contributions, de nombreux acteurs de l'UMI. Je souhaitais juste rappeler que dans le rapport très complet sur le sujet armé face à la guerre de l'information de Violette, qui présente Sylvie Merviel, comportait 36 propositions, ça laisse vous y rapporter. On peut également, toujours en rapport avec la présentation, se féliciter que la recommandation numéro 1 des EGI, faire de l'éducation à l'esprit critique aux médias, à l'école, c'est une priorité. Mais voici quand même deux propositions qui sont à souligner en suivant. La proposition d'interne, c'est d'intégrer systématiquement les heures de EMI et les programmes scolaires moyens d'enseignement à part entière, et de mettre les propositions de 38 qui touchent davantage les journalistes. Ça a souvent été évoqué dans les auditions que nous avons eues, même les auditions personnelles que nous avions réalisées avec nos collaborateurs, c'est de permettre le remplacement des journalistes en utilisant des missions de EMI. Aujourd'hui, c'est une difficulté pour eux, parce qu'ils ne sont pas remplacés. Donc la mise en place d'un fonds pour
savoir gérer ce remplacement est peut-être importante. Je voulais aussi souligner qu'à l'autre bout du spectre de l'information, il y a l'éducation immédiate de nos enfants. On parle de futurs citoyens, d'une génération numérique à laquelle nous devons, en plus de l'instruction civique de nos institutions, dans laquelle j'ai souvent participé au sein des collèges, des lycées et des écoles, pour leur fournir des outils pour leur accès à une information de qualité. Je vais terminer. Merci Laurent pour cette première partie avec des propositions et des questions que vous pourrez poser sur la deuxième partie de notre réunion. Et puis, je remarque un peu ton émotion, mais je suis très fière que les anciens députés soient à nos côtés pour montrer aussi que le travail que l'on fait en tant que député ne se perd pas une fois qu'on arrête et que on a beaucoup d'anciens députés, de collaborateurs aussi qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi et qui viennent nous aider à préparer ce moment, à faire le suivi des anciens stagiaires. Et cela montre aussi que quand on se met dans ce type de sujet, eh bien, on ne s'arrête pas. Vous avez été nombreux, vous, à passer du temps à être auditionnés par nous, par les EGI, par d'autres. Vous n'avez pas envie qu'on aboutisse à rien. Et donc, on est là aussi pour que tout ça soit transformé en actes et en actions publiques concrètes. Et donc, c'est ce vers quoi on veut tendre. Donc, merci à toi. Et je passe la parole à Jérémy Patrier-Létus sur la partie du statut des journalistes. Ouais. Merci Juliette, merci à tous de votre présence. Peut-être quelques mots d'introduction avant de commencer cette partie. Comme l'a dit Juliette, ça nous semblait important que, même si on a changé de législature, le travail qui avait été engagé, que vous avez mené, que les États généraux de l'information ont engagé, celui que nous avons mené avec les députés de l'ex-majorité présidentielle, celui qui a été mené, ce travail par les députés d'autres groupes politiques à l'Assemblée, puisse se poursuivre. C'est un peu l'écueil de notre pays, c'est qu'on passe notre temps à faire, parfois des coups d'épée dans l'eau. On a souhaité que ce travail qui est essentiel puisse continuer sur cette législature, et Violette l'a un peu esquissé, il faudra qu'il s'ouvre aussi à d'autres groupes politiques, parce que le but, et on l'exprimera en conclusion, c'est qu'il y ait à la fin un atterrissage législatif, et pour qu'il y ait un atterrissage législatif, il faudra bien travailler avec des groupes politiques différents des nôtres. Peut-être vous dire aussi que ce travail, on a essayé de le faire pour traiter deux menaces importantes. Celui de la montée des démocraties libérales. On pense souvent que la France est un pays différent des autres. Or, on voit poindre en Europe et dans le monde cette progression des démocraties libérales, et il nous semble important de pouvoir y répondre à travers cette information et ces enjeux démocratiques. Et puis, un monde qui se construit sur des vérités alternatives. Et là encore, le traitement de l'information est un enjeu important. Je dirais qu'on a traité ce sujet vaste à l'aune de 4 mutations de l'information. D'abord, une marginalisation de l'information. L'information aujourd'hui est finalement un des messages parmi les innombrables messages qu'on communique, qu'on reçoit aujourd'hui, alors qu'elle était avant, j'allais dire, l'acteur principal des échanges entre les membres d'une société. C'est un vrai enjeu, la marginalisation de l'information. Le deuxième, c'est la polarisation de l'information, qui a besoin d'en dire beaucoup plus. On le voit pointe finalement le modèle américain de notre pays. Une décrédibilisation de l'information avec la montée des fake news, une remise en cause des vérités du travail des journalistes, et puis une paupérisation de l'information. J'entends par là une paupérisation des modèles économiques et une fragilité des modèles économiques. Et donc, on a essayé effectivement d'y répondre à travers ce travail. Alors, je vais vous présenter les quelques propositions que nous faisons sur à la fois la protection des journalistes et le renforcement de leur statut. Peut-être parce qu'on est dans l'heure des déclarations des conflits d'intérêts. Je dois vous avouer que je suis fils de journaliste, donc bien entendu, une fois qu'on est parlementaire, on travaille aussi en fonction de cet héritage, et que je suis membre du Conseil d'administration de Radio France. C'est important de le dire, et je le dis parce qu'on y reviendra aussi sur la déclaration des conflits d'intérêts. Alors, le premier sujet, celui qui a agité nos débats, celui du droit d'agrément. Vous dire que finalement, on rejoint à peu près le travail des EGI en disant que c'est une proposition intéressante, c'est une proposition importante, mais qu'au vu des débats, il nous semble qu'il faille que nous allions plus loin, que nous puissions en discuter, en débattre dans cette assemblée. Il y a ici des gens qui sont convaincus que c'est la bonne solution. On avait porté avec Violette, Laurent et d'autres collègues du groupe écologique une proposition en ce sens, et puis au fur et à mesure des échanges que nous avons eus avec des directions, avec des éditeurs de presse, avec des journalistes aussi, il nous a semblé que le débat devait être poursuivi, que la proposition devait être complétée, enrichie, et c'est pour ça qu'on a une proposition aussi qui n'est pas très forte, mais afin de reprocher, mais en tout cas de poursuivre ce débat, et qu'on souhaite qu'il puisse avoir lieu, notamment à l'Assemblée nationale. Alors, en attendant
d'avancer. Nous formulons 2 propositions qui rejoignent là aussi le travail des états généraux de l'information. Renforcer le rôle des sociétés de journalistes en leur donnant une place au sein des conseils d'administration des médias, leur donner voix au chapitre, c'est déjà dans de nombreuses rédactions, mais de pouvoir le généraliser, et puis d'élargir le statut de salarié protégé aux journalistes membres d'une société de journalistes qui siègent au conseil d'administration de son média. C'est la corollaire de la proposition précédente. Je l'ai dit, le but c'est d'avoir aussi des échanges. Pas besoin de vous dire s'il y a des journalistes dans la salle que malheureusement la fonction de journaliste devient aujourd'hui de plus en plus dangereuse, devient une pratique à risque. Il nous a semblé important que cette profession puisse bénéficier de ce qui existe déjà pour d'autres professions, comme celle dépositaire de l'autorité publique, et donc de créer des circonstances aggravantes liées au statut de journaliste de la victime. On voit se multiplier les attaques contre des journalistes, ça nous semble bien entendu inacceptable en démocratie, et cette sanction nous semble importante dans notre droit. La question de la transposition pourrait venir des directives européennes sur les procédures bâillons dans le droit français, qui rejoint la proposition des EGI pour renforcer la protection du secret des sources et donc légiférer contre ces procédures bâillons. La partie C, je vais très vite. On voit aujourd'hui qu'à côté des journalistes, on a les créateurs de contenu de l'information, qui sont finalement les nouveaux acteurs dans le paysage médiatique, qui, moi je suis d'un territoire rural, et je vois, comme vous devez le voir dans vos territoires respectifs, des jeunes qui aujourd'hui s'informent quasiment exclusivement, pas simplement sur les réseaux sociaux, mais à travers le prisme de ces créateurs de contenu de l'information. Et donc il nous a semblé important de travailler sur ce sujet en encourageant la création d'une véritable filière. Il y a aujourd'hui un début de filière qui s'organise avec l'UMIC, Gaspard G, le secrétaire général. Discuter aussi de la possibilité de reconnaître ces créateurs de contenu d'information comme des organes de presse, en tout cas leur permettre d'avoir accès à des financements publics et à la carte de presse, en faisant évoluer le cas échéant la carte de presse, même si on mesure bien que c'est un sujet compliqué et complexe. Si on parle de la carte de presse, l'idée de réfléchir là encore sur les conditions d'octroi pour faire évoluer le fonctionnement de cette carte de presse et l'adapter aux nouveaux enjeux du métier, notamment pour permettre à des journalistes indépendants qui aujourd'hui n'ont pas accès de pouvoir en bénéficier, travailler sur la question des revenus. On sait que cette condition des revenus, je pense notamment aux jeunes qui sont obligés de cumuler parfois au début de leur carrière un emploi alimentaire avec les premières piges et qui ne leur permet pas d'avoir accès à la carte de presse. Je pense que là, la profession gagnerait à se poser la question aussi de la condition des revenus, au moins pour les jeunes journalistes, ou en tout cas pour les premières années d'exercice. Et puis un sujet que nous mettons sur la table, puisqu'on a été, nous les parlementaires, contraints de le faire, ou en tout cas d'y réfléchir, c'est la question des déclarations préventives de conflit d'intérêts des journalistes. On voit bien qu'aujourd'hui tout ça repose sur du droit mou, on parle de jurisprudence Sinclair et de différentes affaires, de différents cas qui aujourd'hui se règlent au cas par cas, sans véritable règles, et nous souhaitons qu'il puisse y avoir là aussi un cadre précis, un cadre déontologique qui s'applique à minima à l'ensemble des organes de presse pour que ce ne soit pas tributaire de décision d'un directeur de la rédaction ou d'un éditeur de presse. Et donc il nous a paru intéressant de pouvoir travailler sur la déclaration préventive des conflits d'intérêts et des journalistes. Je terminerai en vous disant que la fraction politique de notre pays, de notre assemblée, va nous conduire à porter quelques sujets de manière transpartisane. Et je crois qu'à côté des questions de souveraineté économique, souveraineté agricole, tous les sujets que vous connaissez, ce sujet de l'information, de la crise de l'information, de la guerre de l'information, de la menace sur notre démocratie, doit être un sujet prioritaire, à la fois dans l'ordre du jour du gouvernement et dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et que je suis assez heureux qu'aujourd'hui les députés d'autres bords politiques, je salue ma collègue du 14e arrondissement de Paris, qui appartient au groupe socialiste, il y en a d'autres sans doute dans la salle, et vous dire qu'avec Violette et puis Laurent, alors pas comme député, mais pas très loin, comme ancien député, il va falloir qu'on travaille aussi avec les groupes politiques et qu'on puisse traiter cette question collectivement. En tout cas, nous souhaitons avec Violette la mettre en priorité de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. On aura en discuté aussi avec la présidente de l'Assemblée nationale. Merci. Jérémy, troisième partie sur le pluralisme et l'indépendance des médias, où on a là aussi pas mal travaillé et fait une sélection sur les propositions qu'on vous présente. Alors vous le savez, les règles de concentration des médias datent de 1986, elles doivent être revues parce que le monde a changé. Nathalie Sonac est bien plus spécialiste que moi sur les
les propositions qui peuvent être faites. On a vu aussi dans le rapport des États généraux de l'information qu'il y avait certaines propositions au-delà des recommandations principales qui étaient assez poussées techniquement en termes de propositions et dont on va pouvoir se saisir. Ce qu'on a retenu, c'est principalement le passage d'un mécanisme de contrôle par seuil législatif des concentrations à une appréciation par l'ARCOM sur la base du critère des parts d'attention, qui ainsi puisse inclure l'ensemble de l'impact numérique des médias et de leur consommation, entre guillemets, qui implique aussi finalement le rôle de ces médias sur les réseaux sociaux. On a aussi noté, suite au rapport très détaillé du sénateur David Assouline, qu'il est nécessaire que l'ARCOM réalise régulièrement une étude sur l'état des concentrations et sur l'évolution des règles souhaitables en la matière, c'est-à-dire que c'est finalement pas une matière qui est figée dans le temps, mais qu'il faudra revoir régulièrement et proposer devant le Parlement. Et puis, on pense aussi, au regard de ce qui se passe sur les territoires, en province, avec nos médias locaux, nos TV locales, que le seuil lié au nombre d'habitants, de 19 millions d'habitants, n'est pas forcément adapté pour établir une règle de concentration quand on veut qu'il y ait plus de pluralisme au niveau local. Donc l'ensemble de ces règles-là font partie de nos propositions. Et un sujet aussi qui nous a paru important, on a reçu plusieurs associations sur le sujet de la transparence capitalistique des médias. Nous souhaitons que les seuils de détention soient abaissés pour enclencher la transparence sur la propriété capitalistique des médias. On a parlé tout à l'heure de conflits d'intérêts, on parle là de propriété des médias. C'est important dans un moment où les médias ne font pas l'objet de beaucoup de confiance des citoyens, et je ne parle pas des politiques, donc on est dans la même catégorie quelque part de défiance, et bien qu'on recrée et qu'on participe à recréer de la confiance. Sur la partie des ingérences étrangères, il y a eu un rapport parlementaire de notre collègue Constance Le Grip très approfondi sur le sujet des ingérences étrangères en France, avec une partie de recommandations sur l'information. Et on le sait plus que jamais, en particulier dans les dernières crises depuis la guerre en Ukraine, les ingérences sont là, créent des fake news en masse qui envahissent les réseaux sociaux et qui poussent les fausses informations. Donc, il y avait une mission dont a parlé Laurent, une mission flash qui avait été décidée par la Commission des affaires culturelles sur les ingérences étrangères et qui n'a pas pu se finaliser pour l'ingérence étrangère dans les médias. Eh bien, nous allons proposer à la nouvelle présidente de la Commission des affaires culturelles que cette mission soit relancée et qu'elle puisse aboutir pour avoir des recommandations spécifiques. Dans la lignée du rapport Le Grip, on pense qu'il faut vraiment une stratégie nationale de lutte contre les ingérences étrangères dans les médias de façon spécifique et que pour cela, il faut renforcer les moyens de Viginum, qui est cet organisme d'État qui permet non seulement d'exercer une vigilance, y compris pour la sécurité nationale, mais aussi de former et de sensibiliser dans les rédactions. Et là, une attention particulière peut-être aux journalistes et aux rédactions de l'AFP, qui est le média des médias, où il faut vraiment que ce sujet d'ingérence puisse rentrer dans les formations et dans la sensibilisation en continu des équipes, mais aussi de la presse locale. On voit de plus en plus ce type d'actes rentrer, s'infiltrer partout, et donc le rôle de Viginum est très important. Et puis, comme le permettra la loi qui a été proposée par Sacha Houillet, Thomas Gassillou et Constance Le Grip, on soutiendra l'instauration d'un dispositif obligatoire d'enregistrement auprès de la HATVP des lobbies travaillant pour le compte d'une puissance étrangère, ce qui permet aussi d'aller vers plus de transparence. Sur les aides publiques, une proposition importante de notre groupe, parce que vous le savez, c'est 400 millions d'euros et même plus en direct, en indirect. Alors il y a parfois des batailles. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les chiffres dans notre rapport n'étaient pas bons, alors on les a revérifiés. Mais c'est ce maquis des aides publiques à la presse qui finalement fait débat. Et l'on sait que ça fait, je crois, c'est Nathalie qui me disait ça il y a quelques temps, 30 ans qu'on parle de la réforme des aides publiques à la presse. Alors nous, on a une proposition
qui est de s'inspirer du modèle du Centre national du cinéma ou du Centre national de la musique, c'est-à-dire avec une taxation affectée, financer un centre qui distribue des aides avec des critères clairs, avec des priorités politiques et qui permettent de sortir d'une logique qui est à la croisée de nouveautés chaque année comme l'aide à la transformation numérique des médias et de réflexes historiques qui font que des médias, d'année en année, sont reconduits en aide publique. Et donc, ce Centre national de l'information, comme on l'appelle, fonctionnerait avec une affectation d'une taxe sur la publicité numérique. Aujourd'hui, il y a la taxe GAFA. Demain, il y aura le pilier 1 de la négociation fiscale au niveau de l'OCDE qui arrivera. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais on peut faire un geste législatif, par exemple au PLF 2025, de demander à ce qu'il y ait une taxe affectée au moment où l'assiette sera disponible et où on puisse financer un centre national de l'information qui pourrait aussi être un lieu pour l'ensemble des professionnels et pour traiter ce sujet d'interprofession qu'a évoqué les États généraux de l'information, cette nécessité que nous, on sent de notre côté parlementaire, que la profession travaille sur l'évolution de ses propres pratiques avec quelques pistes que nous avons proposées dans notre rapport. Avec une sanctuarisation en valeur absolue, bien sûr, des aides octroyées aux médias, et puis peut-être un système de conditionnement ou de bonification, ça existe dans certains pays, pour les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques égalité hommes-femmes, transition écologique, transparence, critères déontologiques, implication des journalistes dans la gouvernance du média, tout ça pourrait être valorisé et peut-être aussi valoriser plus des médias émergents, des médias sur les territoires, que des médias très installés qui font partie de grands groupes qui ont peut-être un peu moins besoin d'argent public que les autres. Voilà pour la partie pluralisme et indépendance des médias. Et puis enfin, pour terminer, l'audiovisuel public. Alors, ce n'est pas le sujet que nous avons le plus creusé au moment de notre livre blanc, puisque nous étions en plein débat de la loi, et que donc vous aviez les amendements, les positions des différents groupes. Ce qu'on a rappelé, c'est l'importance que il y ait une mention claire dans l'audiovisuel public en particulier, on le pense pour le privé aussi, mais public en particulier, puisque c'est là le sujet de l'émetteur de l'information, de plus en plus sur les plateaux, et on voit en particulier la dérive dans des médias privés, on mélange des personnes qui sont invités politiques, chroniqueurs, journalistes, sans que la personne qui regarde le débat puisse comprendre d'où est émise l'information. Donc il nous semble que c'est une pratique qu'il faut absolument favoriser dans l'audiovisuel public. De la même façon, on souhaite que l'ARCOM puisse avoir des pouvoirs renforcés comme ça a été proposé au sein du rapport de la mission de Quentin Bataillon sur la TNT, et qu'il puisse y avoir des sanctions renforcées et dissuasives plus fortement lorsque les pratiques déontologiques, les pratiques d'utilisation de ces réseaux de la TNT ne sont pas respectées. Et puis, bien sûr, on reprendra le sujet du financement pérenne de l'audiovisuel public avec la modification de la loi LOLF. On sait qu'il y a un sujet de délai maintenant qui court et qui se réduit pour être au rendez-vous des grands enjeux de l'audiovisuel public, que certains vont défendre le retour au système précédent. Je crois que là, il faudra qu'on se parle avec les différents groupes pour être surtout le plus efficace et pour sanctuariser ce financement de l'audiovisuel public. Voilà pour les sujets de pluralisme et d'indépendance des médias. On a terminé avec quelques propositions sur le défi climatique et la transition écologique. Je n'ai pas parlé aussi dans la transformation économique des médias de la mission Soriano qui est en cours sur le sujet du portage et de la diffusion de notre presse papier. On a des grands défis devant nous et toutes ces missions doivent se retrouver à un moment dans des décisions qui ne peuvent pas attendre 2, 3 ou 4 ans parce qu'on sera après la bataille du numérique et la sauvegarde d'emplois et derrière tout cet enjeu. Ce que je peux vous dire pour terminer, c'est que on est en train de déposer une proposition de loi, donc avec Jérémy Patrier-Létus, mais basée sur tout ce travail, qui reprend quelques propositions de l'ordre législatif de nos 100 propositions. Vous l'avez vu dans ces 100 propositions, il y a des choses qui sont dans la main des médias, dans la main des journalistes, des syndicats, des entrepreneurs,
Chacun aura ses propres responsabilités et c'est ce qu'il a à faire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le débat avance et pouvoir contribuer et qu'il y ait le moins de cloisons possible. Pour la partie législative, on reprendra dans cette proposition de loi, bien sûr, les éléments sur les droits voisins qu'avait déjà écrit notre collègue Laurent Esquenet-Gox. On reprendra la nécessité d'avoir l'éducation aux médias à l'école en heures sanctuarisées. On reprendra la création d'un centre national de l'information et de la taxe étant plus dans la partie budgétaire. La prévention des conflits d'intérêts avec la proposition d'une déclaration à la HATVP, comme finalement pour les hommes et les femmes politiques. L'installation la sanctuarisation d'une place pour les journalistes membres de la SDJ dans les conseils d'administration des médias et la création d'une circonstance aggravante. Ces 6 points-là sont des points législatifs que vous retrouverez dans la proposition de loi. Nous y ajoutons des points que nous n'avions pas traités et qui sont sortis des États généraux de l'information. Je pense en particulier à la création d'une entreprise à mission d'information qui nous a semblé être une voie très intéressante sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Le sujet à minima de l'information des rédactions sur le changement de rédacteur en chef, voire amendement derrière, droit d'agrément, motion de défiance. Donc là, il y a encore un peu de discussion à avoir. La création de comités d'éthique de façon systématique dans l'ensemble des médias, et puis la transposition de la directive européenne sur les procédures bâillons. Donc ça, c'est pour la partie proposition de loi qu'on va déposer avec Jérémy et qu'on va proposer à la signature d'autres groupes politiques. C'est la raison pour laquelle on avait invité la présidente de la commission culture à cette présentation. Et puis, on aura des amendements au PLF 2025 sur le budget de l'éducation aux médias au sein de la mission culture et de la mission éducation nationale, sur la taxe sur la publicité numérique, sur les moyens de l'ARCOM, parce que l'ARCOM, je crois, est représenté ici ce soir, mais si on veut que l'ARCOM puisse intervenir aussi sur les espaces numériques plus largement, eh bien, il faut qu'elle ait les moyens d'agir et d'être rapide. Et puis, sur les aides publiques à la presse. Voilà pour notre présentation. Je crois qu'on a tenu à peu près le timing. Je passe la parole à Nathalie Sonac, professeure des universités. Merci beaucoup, merci pour cette invitation à partager avec vous. Alors, faire la synthèse d'abord des 200 propositions de GI, puisque 100 propositions, ça va être compliqué. Néanmoins, c'est extrêmement intéressant de voir ce qu'il en est aujourd'hui, comment les pouvoirs publics s'en emparent, comment les parlementaires, et donc merci beaucoup à vous, députés et sénateurs qui, de leur côté, se sont également investis sur cette question. Peut-être repartir du constat en 2 mots. La raison pour laquelle finalement cette question est d'une urgence démocratique, c'est celle de la production et de la fabrique d'une information de qualité. Et cette information répond à un besoin humain. C'est certainement ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on ne travaille plus en silo, il n'y a plus la presse écrite d'un côté, les médias audiovisuels, la radio et de l'autre. Le numérique, et ça fait ça plus de 20 ans, a traversé l'ensemble de ces acteurs. Et aujourd'hui, tous ensemble, finalement, continue à avoir une réglementation pour partie en silo, parfois transverse, et ce qui rend finalement extrêmement complexe, évidemment, la transformation et l'évolution de ce secteur. Or, elle est indispensable. Alors, vous l'avez dit, l'information permet aux individus déjà de prendre des décisions éclairées, de se tenir au courant des événements et de se forger une opinion, de participer au débat, bien comprendre que la qualité de l'information, elle est constitutive de la qualité de notre vivre ensemble. Or, aujourd'hui, et vos 2 rapports, et notamment le vôtre aujourd'hui, met en évidence que la production de l'information de qualité, elle est en danger, elle est en grand danger, elle est invisibilisée, effectivement, mais pas que ça. Aujourd'hui, on a une réorganisation de l'espace public où tout le monde a la possibilité de poster, de se prendre pour un producteur, un distributeur ou un diffuseur d'informations, et nous ne sommes pas tous journalistes avec des moyens et avec une éthique. Il y a en même temps une perte de confiance, je crois que vous avez rappelé dans votre rapport également, dans les pertes de confiance dans les institutions, une défiance à l'égard des journalistes et surtout une décrédibilisation de leur travail. Donc c'est bien en ce sens, me semble-t-il, qu'une nouvelle réglementation globale, certains parlent même jusqu'à code de la communication, va dans ce sens, et vos propositions que je partage vraiment pour beaucoup et qui viennent croiser, notamment celles également des propositions des États généraux de l'information
l'information. Je précise que j'avais participé au groupe sur l'information en 2005, sur un groupe de travail sur l'information prospective de l'information. Alors, vous avez insisté, vous trois, il reste dans les différents axes, on retrouve un élément, moi, qui me semble véritablement majeur, c'est le modèle économique, finalement, de ces grands acteurs, de ces plateformes numériques. Parce que, finalement, vous disiez polarisation de l'information, invisibilisation de l'information, circulation de fake news, ce sont des mots MLX de notre démocratie, et ce sont les plateformes qui participent, alors ce ne sont pas les seuls à diffuser la désinformation, il n'y a pas qu'un désenchantement vis-à-vis de l'information des journalistes depuis que les plateformes sont là, ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas le constat qu'on fait. En revanche, le constat qu'on fait, c'est leur viralisation et l'importance que ça peut aujourd'hui avoir, et surtout que l'information de qualité, elle est complètement noyée dans cet océan de contenu. Ce qui me semble essentiel dans vos propositions, c'est bien de centrer sur la nature et comprendre le modèle économique de ces plateformes. C'est la raison pour laquelle la question que vous souleviez, Violette, de dispositif, dans cette discussion, vous apportez les propositions que vous faites sur la dispositif de mesure anti-concentration, me semble absolument impératif. On sait que le modèle économique numérique aujourd'hui conduit à ce que chaque acteur économique, c'est une véritable course à la taille qu'il fait, que c'est sur un marché mondial que ça se situe, que les économies d'échelle, que les synergies et les effets de taille se jouent, et de facto, il faut absolument être grand, voire être très grand, pour pouvoir résister. Or, sur le marché de l'information, d'ailleurs sur n'importe quel autre marché, les positions monopolistiques sont dangereuses, déjà pour l'accès à l'information, ensuite elles sont dangereuses pour la qualité de l'information, et elles sont dangereuses puisque l'information, une fois encore, est constitutive de notre vivre bien ensemble et également de nos démocraties. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que l'on sache qui distribue, qui diffuse, et en même temps qu'on puisse toujours avoir la garantie de la liberté d'une information qui soit bien libre et indépendante, et que sa fabrique, que sa production soit libre et indépendante, et qu'en même temps, elle ne soit pas attaquée de toutes parts. Donc il faut qu'il y ait une liberté du citoyen de pouvoir accéder à une information libre, une liberté de journaliste de pouvoir informer sans pression économique, sans pression politique, et une liberté de l'entrepreneur de pouvoir entreprendre. Finalement, c'est ça ce package que l'on doit résoudre, et que, pour partie, vos propositions y participent. Ce sont la garantie de ces trois libertés fondamentales. Or, le modèle économique et la position aujourd'hui qu'occupent les GAFAM sont extrêmement préoccupantes dans l'accès à l'information, dans la circulation de l'information, dans l'attention de leur modèle, et en même temps sur le marché de la publicité en ligne. Elle est là, la concentration. Donc la question de la concentration du parc d'actionnariat est évidemment centrale. Il faut s'occuper de cette question-là. C'est pour ça que c'est intéressant d'ouvrir à la notion de part d'attention, mais il faut aussi regarder et ne pas faire deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, il existe dans notre réglementation une asymétrie réglementaire entre les plateformes, entre ces géants du numérique et les médias traditionnels qui finalement sont dans une position dont le modèle économique est en train de vaciller. Il est en train de se vaciller parce qu'il se fait siphonner ses lecteurs, ses téléspectateurs, ses auditeurs en part d'attention, mais il fait évidemment vaciller parce qu'il se fait siphonner ses ressources publicitaires, qui pour partie est la première source de financement d'un bon nombre de médias. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de vos propositions vont dans ce sens, mais moi j'irai, si vous me le permettez, encore plus loin, et c'est aussi l'objet de votre invitation. D'une part, quant à la réglementation, eh bien, j'irai plus loin sur la garantie de la fabrique d'une information fiable en proposant de nouveaux piliers et en définissant un nouveau marché pertinent de l'information. Ensuite, avec une éthique qui soit placée véritablement au cœur des enjeux, l'éthique, la transparence algorithmique, je ne sais pas complètement si on la retrouve, en tout cas ça me semble un élément absolument déterminant quant à la fiabilité, la visibilité et la transparence de cet algorithme. Et enfin, un troisième pilier, alors que c'est peut-être vous êtes très attaché également, moi aussi, sur l'éducation aux médias et à l'information, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Aujourd'hui, l'acteur central de l'éducation aux médias et à l'information, c'est le CNIL. Il faut absolument lui donner les moyens de pouvoir changer d'échelle. Et pourquoi changer d'échelle? Parce qu'on aurait la possibilité, d'une part, de faire jouer finalement aux annonceurs un rôle encore plus puissant dans l'activité des médias. Alors vous allez voir pourquoi je fais le lien entre d'un côté l'éducation aux médias et de l'autre côté les entreprises
entreprises, eh bien, avoir une nouvelle branche à côté de l'égalité, de la parité, à côté de la non-discrimination, sont des éléments évidemment essentiels de l'écologie d'une nouvelle branche, cette branche qui serait celle de l'éducation aux médias et à l'information. Autre possibilité de l'atteindre des annonceurs sera un fléchage de la publicité dans les médias. Troisième pilier sur lequel je reviens, sur lequel vous avez émis des propositions, c'est évidemment la pérennisation et la garantie du modèle économique et la pérennisation du financement public du service de l'audiovisuel, qui joue évidemment un rôle central dans cet écosystème. Aujourd'hui, le groupe France Télévisions a investi plus de 420 millions dans la production audiovisuelle, c'est 60 millions d'euros dans la production cinématographique, donc c'est un acteur essentiel, majeur du service public, et aujourd'hui, on n'est pas encore certain de la pérennisation et de financement de l'existence même de ce service. Or, il est essentiel d'avoir un service privé fort, hein, ce ne sont pas deux choix mutuellement exclusifs, mais avoir un service public également fort. Et puis enfin, peut-être parce que le président de la COM vient juste d'arriver, mais il vient compléter mon dernier point, bonsoir Olivier Mestre, je pensais évidemment, et je rentre dans ce sens dans votre proposition, au renforcement du pouvoir de l'ARCOM, donc, et surtout un renforcement de ses moyens. Il ne suffit pas simplement de multiplier les missions et d'élargir le champ de régulation de l'autorité de la régulation. Il faut également lui donner des moyens, et ça me semble des piliers indispensables pour aujourd'hui une nouvelle réglementation qui s'impose, parce qu'une fois encore, il y a une urgence démocratique. Merci Nathalie Sonac, merci pour ces éléments et la RSE, c'est un appel à toutes les entreprises pour s'engager. On s'engage pour l'insertion des jeunes, pour l'égalité femmes-hommes, pour le respect de l'environnement, et le sujet de l'éducation à l'esprit critique et à l'information me semble effectivement une belle priorité. Effectivement, on a mis beaucoup de choses sur l'éducation aux médias dans le rapport précédent, et donc on n'a pas tout redéveloppé là ici, notamment au-delà de l'école. Je crois que ce qui est important de redire, c'est que le Clémy est aujourd'hui reconnu, il a 40 ans, il est bien présidé, il est bien organisé, il est assez connu dans la sphère de l'éducation nationale, mais quelque part dans tout le réseau de l'éducation populaire, des MJC, des centres sociaux, dans les centres, dans les bibliothèques pour tous qui sont associatives, les médiathèques. En fait, le décloisonnement n'est pas suffisamment complet pour toucher toute la famille. Et je porte vraiment, et je crois que nous portons vraiment, le sujet d'une éducation aux médias bien plus large tout au long de la vie, au regard des enjeux que nous avons devant nous, et qui va de pair aussi avec la lutte contre la fracture numérique, puisque c'est forcément l'un des moyens pour y arriver. Je me permets de saluer notre collègue Belkir Belhaddad, qui est également membre de la commission des affaires culturelles, que je n'avais pas salué puisqu'il est arrivé. Et puis, monsieur le président de l'ARCOM, vous avez raté les quelques fois où nous avons plaidé pour le renforcement des moyens de l'ARCOM, et où nous avons annoncé que nous déposerons un amendement de renforcement budgétaire au PLF 2025. Il faudra qu'on trouve l'économie, puisqu'on nous le demande à chaque fois, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est un sujet que l'on porte. Voilà. Remercier nos collaborateurs, c'est très important de citer leurs noms, qui ont écrit ce rapport et accompagné pour une grande partie bénévolement tout ce travail. Tiffaine Lemoine, Mathilde Rémy, Maëlo Seret et Jeanne de Kessling, que nous remercions collectivement. Merci. Juste un mot pour compléter à votre question-réponse. On n'a effectivement pas beaucoup parlé de budget public pour deux raisons. Un, parce que les stagiaires de la Fondation ont traité beaucoup de questions. Deux, parce qu'un travail a été engagé en parallèle. Vous dire, je sors un peu de la présentation du livre blanc, que dans la réponse à toutes les questions, il y a tous les défis qui sont devant nous. Le budget public joue bien entendu un rôle important. Ici, on sera très attentif à ce que son financement puisse être pérenne. Vous savez qu'il faut qu'on puisse garantir avec une modification à la loi organique le financement. Alors, il y a plusieurs scénarios, une budgétisation, la question d'une taxe, une partie de la TVA. En tout cas, c'est des sujets importants parce que le budget public jouera un rôle important et ça permet de saluer Fabienne Colbock. Voilà, donc on travaillera aussi en parallèle avec Violette et des parlementaires qui nous vont bien sur la question de l'audiovisuel public, et dire enfin, et ça c'est sur ma casquette d'être le parlementaire de député d'un territoire rural, on a un enjeu majeur auquel il faut répondre, c'est d'aboutir à une fracture à la fois territoriale et sociale. Vous savez, la question des bulles informationnelles, finalement, nos concitoyens sont informés dans des espaces assez restreints. Je le constate moi tous les jours puisque je vis d'un territoire très rural, et la question du pluralisme de l'information comme moyen de lutter aussi contre une fracture territoriale, une fracture sociale, doit aussi nous mobiliser.
J'ai lu dans une proposition, je crois, du SNJ, plan pluriannuel de proximité pour lutter contre les déserts journalistiques. Je crois que ça répond à ta question. Voilà, donc on prend les questions, il y a des micros, donc vous levez la main et puis vous vous déplacez vers le micro pour que tout le monde puisse vous entendre et on essaiera de répondre en toute humilité. Ou remarque. Oui, ça va venir. Allez, on a une ici. Vous pouvez vous lever et vous présenter. Ah oui, il y a un monsieur avant vous. Allez-y, allez-y. De la presse, une question sur la publicité numérique, savoir un peu l'assiette qu'on espérait obtenir et qui surtout est concerné, parce que ça concerne aussi les médias qui font de la publicité. Alors, je vais répondre en l'état actuel, c'est-à-dire que nous, on a moins poussé le travail sur l'assiette de la taxe, le pourcentage, les modalités que n'ont fait les États généraux. Dans le rapport des États généraux, il y a l'analyse du modèle canadien et de ce qui est en train de se faire en Californie, je crois. Ce qui est sûr, c'est que nous, en France, on a aujourd'hui la taxe sur les GAFAM qui prend sur cette publicité numérique. L'idée, c'est qu'au moment où la réforme de la fiscalité au niveau de l'ensemble de l'OCDE et pas seulement au niveau français sera mise en place, ça puisse dégager une assiette sur laquelle on puisse prendre une taxe. Travailler sur la création d'un centre national de l'information qu'on inscrirait dans cette loi, sur son modèle, sur sa gouvernance et sur son financement demande un peu plus de travail que les 6 mois volontaires des 30 députés. Et on aura besoin des professionnels pour le faire si on arrive à avancer en ce sens. Donc voilà, je pense que l'idée en tout cas, c'est que lorsqu'il y a une information, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient moins spécialisés, qui a été produite avec un modèle économique, des journalistes, des rémunérations, et qu'elle est réutilisée de façon massive par des plateformes, et bien que la publicité qui va vers ces plateformes, parce que c'est là-dessus qu'on va chercher l'information, revienne à l'auteur initial en France et au salarié qui a écrit ou produit le documentaire. Alors, il y avait une question ici. Bonjour, Patrick Edmond, je suis historien des médias. Il y a une faille dans les 2 rapports des EJ et dans votre rapport, c'est que la démocratie ne dit pas que d'information. La démocratie dit d'opinion aussi, ou plus encore d'opinion que d'information. Et là, il y a un véritable problème parce que ce qu'on appelle les fake news, c'est que vous et moi, nous prenons pour une fake news, il y a des gens qui croient que ce sont des, je ne sais pas comment on dit en anglais, des vraies news. Bon, voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et la question de l'opinion est très importante. Et je vais aller plus loin parce que quand on parle du travail du CLEMI, qui est tout à fait formidable, tout à fait intéressant, il y a quand même d'abord une disproportion. Il y a 30 000 journalistes et 12 millions d'élèves. Vous voyez que ça fait beaucoup de temps par journaliste. Mais surtout, quand on parle de l'éducation aux médias et à l'information, si c'était par des profs, il y a des profs qui sont sympathisants du RN, d'autres de Renaissance, d'autres de LFI, d'autres d'ailleurs, et forcément, l'éducation aux médias et à l'information est à ce moment-là phagocytée par l'opinion. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Peut-être quelques mots, puis c'est la parole aux collègues. Il y a la question de la labellisation quand même qui est évoquée, des médias de confiance qui dit quand même des choses là-dessus. Hein. C'est pas anodin de devoir labelliser des contenus de confiance. L'éducation aux médias, vous avez raison. Enfin, moi, je pense que ça doit se mener aussi par des professionnels. On a dans la salle secrétaire général de France Télévisions, par exemple, ce que fait France Télévisions en lien avec les académies pour permettre d'aller dans les différentes académies, faire de l'éducation aux médias par des professionnels avec des journalistes locaux. C'est aussi quelque chose d'intéressant et qui permet d'éviter ce biais politique. Et donc, vous avez raison, il faut mener un travail assez fort. Et la question, pardon, je cherchais l'idée forte. La question aussi de savoir d'où on parle. On propose quand même aussi dans notre rapport, par exemple, de préciser si une personne sur un plateau télé est un journaliste, est-ce qu'il est un chroniqueur, est-ce qu'il est payé, est-ce qu'il n'est pas payé,
Est-ce qu'il intervient comme un politique, un ancien politique? C'est toutes ces questions-là. Aujourd'hui, on voit bien dans les plateaux, notamment des chaînes d'information, on a énormément, par exemple, d'anciens politiques, c'est un sujet pour l'ARCOM aussi. Est-ce qu'on les considère comme des éditorialistes, comme des chroniqueurs, comme des anciens politiques? Je pense à notre ami, par exemple, Roselyne Bachelot, qui intervient beaucoup aujourd'hui dans les médias. Et toutes ces questions-là doivent être posées. Et on essaie de le traiter dans notre rapport, et ça permet aussi de savoir si on est un éditorialiste qui produit de l'opinion, si on est un journaliste, toutes ces questions-là. C'est Nathalie qui voulait. Oui, merci pour cette question qui est évidemment intéressante. Peut-être que un éclairage un peu plus supplémentaire sur le terme d'éducation média à l'information. Le terme aujourd'hui, c'est un terme ancien, puisque ça fait 40 ans que Jacques a créé le CLEI, mais il est trop restrictif. Si on change, on est en train de changer la marque, et à ce moment-là, derrière l'éducation aux médias à l'information, il y a évidemment la lutte contre les fake news, c'est un élément important, la question de la formation des professeurs se pose. C'est la raison également pour lesquelles je soulignais l'importance d'élargir aujourd'hui l'échelle du CLEI, parce que la numérisation est partout. Mais l'éducation aux médias, ça va plus loin. C'est l'acquisition des cultures médiatiques, c'est-à-dire donner des outils de connaissance des médias, des fonctionnements, et ça, dès le plus jeune âge. C'est également une culture informationnelle, qui comprend le processus de l'information, de diffusion, de distribution de l'information. Et puis, c'est également une culture qui est sociale et citoyenne, c'est-à-dire les droits et les devoirs. L'éducation aux médias et à l'information, elle est importante, mais elle ne se circonscrit pas du tout aujourd'hui à simplement, même si c'est évidemment important, à la lutte contre l'information. C'est quelque chose de beaucoup plus général, de plus tourné vers le civisme, tourné vers la citoyenneté numérique. Aujourd'hui, l'éducation n'a plus le sens qu'il pouvait avoir il y a une quarantaine d'années, mais clairement, ce que j'entends, c'est la nécessité de ce changement clairement d'échelle, et notamment, moi, une proposition en parlant de l'EMI comme un nouveau Becherel de l'éducation nationale. C'est pour ça qu'il y a une importance à ce que les entreprises s'emparent également du phénomène, et c'est une des raisons dans le scénario clair dans les informations 2050, on retrouve la RSE, l'éducation aux médias à l'information dans la RSE, et donc on retrouve cette hypothèse-là dans le scénario clair, mais ça va beaucoup plus loin. En fait, c'est une véritable proposition que moi je pose sur la table pour que les entreprises qui sont déjà engagées, qui sont elles aussi citoyennes finalement de notre écosystème, participent également à l'éducation. Et c'est également la parentalité numérique. Et là, le CLEI est également aussi présent, mais le terme est un peu trop fermé. Oui, je voudrais juste ajouter brièvement, c'est qu'effectivement, dans le CLEI, en fait, on est sur des anciennes notions. Un élément fondamental, c'est l'éducation à l'esprit critique. Et donc, c'est ça qui devrait être mis en avant, parce que si on doit parler d'opinion, ou d'information, on peut dire tout à l'heure, mais avant tout, c'est quel est l'esprit critique? Qu'est-ce qui me permet de savoir si une information paraît véridique ou pas? Ça, c'est déjà présent dans les nouvelles formules d'éducation. En principe, j'ai été prof pendant très longtemps, les profs le font. Hein. Autre question ou remarque? Oui, vas-y. Il faut vous lever du coup pour qu'on vous entende bien. Merci. Bonsoir, je suis Mégane Johnson, journaliste pour Contexte. J'ai deux questions. Cette PPL, vous espérez la déposer quand et surtout l'examiner quand, étant donné que jusqu'à la fin de l'année, ça va être assez complet avec le PPL et le deuxième public. Ma deuxième question, c'est dans le rapport, je ne vois pas beaucoup de mentions de l'ENFA. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous avez étudié l'application des mesures dont les premières sont censées s'appliquer à partir de février 2025? Moi, je vais répondre à la 1 et Jérémy à la 2. C'est pas juste. La proposition de loi, c'est cette semaine-là. Elle est rédigée. On est en train de finaliser. On attendait en fait les conclusions du rapport détaillé des EGI parce que le travail de fond qui a été fait avec les EGI a permis quand même à certains endroits d'avoir beaucoup de précision sur la loi, le code qu'il faut changer, et donc nous aide beaucoup, nous, en tant que législateurs, donc on en profite. Donc, un dépôt là cette semaine, ça veut dire 6 semaines de recevabilité. Ça passe au bureau de l'Assemblée nationale pour la recevabilité, si je ne me trompe pas. Ensuite, en parallèle, on le fait co-signer au maximum de collègues députés des autres groupes que l'on souhaite associer pour que ça ait plus de force. On en parle à nos présidents de groupe.
et ensuite on essaye de le faire inscrire. Et là, c'est toute la difficulté puisqu'on ne sait pas aujourd'hui comment l'Assemblée va fonctionner. Est-ce qu'il y aura des semaines transpartisanes? Est-ce qu'on sera en niche? Est-ce qu'il y aura des semaines de l'Assemblée? Avec quel groupe? Comment ça va s'organiser au niveau du travail parlementaire puisqu'on est dans une configuration inédite? Ce que je peux vous dire, c'est que déposer une proposition de loi, c'est un acte politique qui est fort, qui peut parfois rester symbolique, et ensuite, ça sera plutôt le gouvernement avec un ministre de la Culture qui décidera de traiter une partie des sujets dans un projet de loi que lui déposera. Ça peut parfois faire avancer un sujet qui viendra de la profession. En fait, je crois que ce qui est important, c'est de le déposer là, d'avoir les débats avec les autres groupes, parce que vous l'avez vu, pendant ces 6 premiers mois, on a travaillé dans un format politique de l'ex-majorité présidentielle. C'était un choix aussi, après des nombreuses discussions avec Sophie Taillé-Polian sur le droit d'agrément et tout ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on porte, nous, quelque chose, quitte ensuite à le challenger avec les autres groupes. Et donc, je pense que c'est pas un début, parce qu'on n'est plus au début, on a fait éducation média, mais on est à mi-chemin. Je ne suis pas sûre qu'on aura un examen dans les 3 mois qui viennent. Il faut regarder aussi les priorités des Français. Il y a les priorités que nous, on porte, et puis il y a un ensemble d'arbitrages à faire. Ça sera au Premier ministre de les faire, mais en tout cas, on sera, je pense, assez nombreux à l'Assemblée en transpartisan pour porter un certain nombre de ces dispositions. Sur le European Media Freedom Act, c'est à votre question. Peut-être vous dire qu'il est en vigueur effectivement depuis 2024, que les mesures vont se mettre en place de ce qu'on en fait jusqu'à 2025. Là, je vais peut-être répondre à titre personnel parce qu'on n'a pas effectivement traité ce sujet dans notre livre blanc. Je crois qu'on partage collectivement les objectifs de ces règlements, la protection de l'indépendance, la liberté du pluralisme des médias, qui finalement rejoint les objectifs de l'État généraux d'information et de notre travail. Il me pose, moi, plusieurs questions, sur les questions notamment d'autorité de diffusion. On pourrait demander aussi l'avis de l'ARCOM sur la question de créer un comité européen, c'est l'idée de rassembler les autorités nationales et de créer un comité européen. Moi, je pense qu'il y a plusieurs. L'objectif est salutaire. Ça a été un travail qui a été laborieux, plus de 2 ans de travail, mais qu'il faut qu'on regarde quand même très précisément, nous, en France, les différentes mesures qui sont proposées, notamment cette mesure de créer un comité européen, et donc c'est des questions qu'il faut aussi qu'on traite dans la législature qui arrive. On y travaille sérieusement. Oui, peut-être pour compléter, quand tu dis qu'on y travaille sérieusement, en plus de la proposition de loi, j'ai fait une demande à la présidente de l'Assemblée nationale juste après l'élection, qui n'est pas encore en cours d'arbitrage, parce que je vous dis, on est en calage, hein, vous avez remarqué, c'est de créer officiellement à l'Assemblée nationale, puisqu'on était un groupe un peu off, hein, on a travaillé avec nos propres moyens, un groupe d'études, médias et informations, sur le temps de la législature, qui nous permettent d'avoir les moyens de l'Assemblée de continuer à travailler ensemble, d'être le référent pour pouvoir, par exemple, travailler sur la transposition des lois européennes, etc. Donc voilà, c'est un sujet aussi qu'on a mis sur la table. Il y a un groupe d'études cinéma et audiovisuel qui traite quand même pas du tout des sujets dont on parle aujourd'hui. Et j'ai eu une bonne écoute de la présidente de l'Assemblée nationale, donc c'est un sujet à suivre dans les arbitrages du bureau, au respect de l'ensemble des groupes politiques. Allez-y, monsieur. Bonjour, Louis Figal, je représente le secteur des publicités digitales. Est-ce que vous ne parlez pas trop faiblement dans votre rapport, de manière générale aussi dans le rapport des nouveaux formats d'information, des néo-médias? J'ai l'impression qu'ils sont rassemblés sous le terme de créateurs de contenu d'information, et ce sont des entreprises qui consomment beaucoup d'audience en matière d'information, en particulier auprès des jeunes aujourd'hui. Et ce sont des entreprises qui vivent de la publicité digitale. Est-ce que vous ne craignez pas que dans cette taxe, notamment les initiatives de fléchage que vous souhaitez inciter en matière de publicité digitale ne portent préjudice à ces entreprises qui sont jeunes, qui sont fragiles, vous savez, et qui jouent un rôle très important en matière de lutte contre la désinformation et l'information auprès des jeunes? Merci. C'est plus une alerte, je trouve, qu'une question finalement, puisque on a travaillé avec eux plutôt sur comment mieux les accompagner à se développer.
Et on n'a pas testé ce sujet-là avec eux dans le format d'audition que nous avons eu. Et je crois que c'est un point de vigilance très important. Ils ont des modèles économiques fragiles, ils ont une audience en grande croissance. Il y a un travail qui est fait aussi avec les journalistes, entre guillemets, traditionnels pour se rapprocher, qui est en cours. Et donc, on est dans la construction, effectivement, de nouveaux métiers. Le non-accès aux aides publiques ou l'accès aux aides publiques pose question. Le sujet de la carte de presse, le sujet du modèle économique avec la publicité. Donc, effectivement, on va plutôt prendre l'alerte que vous donnez et être très vigilant au moment de l'avancée sur ces questions-là. Merci. Pour compléter, c'est que c'est à la fois effectivement qu'on peut représenter une menace pour ces nouveaux formats, ces nouveaux acteurs, mais pour les médias traditionnels, c'est 81%. C'est-à-dire que la publicité en ligne, c'est 81% des recettes publicitaires des médias français et européens. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on calibre. Il y a un vrai sujet de calibrage, d'identification des acteurs, de périmètre, etc. Parce que ça peut effectivement mettre en péril les modèles économiques de nouveaux acteurs, mais aussi d'acteurs traditionnels qui dépendent à 80% pour ce qui est de la recette numérique. Il y a ici, après il y aura ici. Il faut appuyer sur le bouton, ouais. Bonjour, je vais donner ex-UTB article 34. Vous avez dit à propos du droit d'agrément que vous aviez entendu les uns les autres, notamment les éditeurs, les presse, les directeurs de rédaction, etc., qui vous avaient fait part de leur réticence sur cette proposition. J'aimerais essayer de comprendre quels sont les arguments qui vous ont posés, qui vous ont convaincu, y compris de la part de journalistes visibles. Qu'est-ce qui vous a convaincu de ne pas soutenir finalement cette proposition? On n'est pas complètement convaincu en fait. C'est pas sec. Enfin, on a le droit aussi de dire, quand on est député, quand on est parlementaire, qu'on est dans le doute. On a entendu beaucoup autre chose sur le droit d'agrément. On s'est dit avec Jérémy et Laurent dans nos dernières discussions, peut-être ce qu'il faudrait, c'est plutôt un vote de défiance au bout d'un an, si la personne nommée a fait ses preuves, etc. Donc, en fait, je pense que le débat qui a eu lieu en commission culture au moment de la loi qu'on a proposée avec Sophie Taillé-Polian n'a pas permis un débat serein. C'était le soir, tard, vite, mal. Souvent, finalement, c'est pas à l'Assemblée qu'on arrive le mieux à avoir des vrais débats contradictoires de qualité. Et en tout cas, moi, je suis plutôt ouverte à le poursuivre, en fait. Je vous dirais, à titre personnel, un des arguments, c'est la mise en danger d'un modèle économique parce qu'il y a un manager et que finalement, si le manager ne peut plus faire le choix des personnes qu'il embauche ou le choix de sa ligne éditoriale. Moi, j'ai été très sensible aux arguments du JDD à tout le moment où il y a eu cette crise. Donc, en fait, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on arrivera à faire passer qui sera utile pour les journalistes, qui les protégera et qui passera à l'Assemblée nationale. Et en fait, ce modèle-là, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Donc, je vous réponds honnêtement, je suis pas, en tout cas, je suis pas convaincue de l'abandonner. En tout cas, pour ma part. Pour compléter, c'est pas tellement qu'ils nous ont convaincus, c'est la question. Alors, je sais qu'il y a des députés que ça ne dérange pas de porter des lois qui, au moment donné, ne sont pas efficaces ou qui ne produiront pas d'effet. Donc, c'est cette question-là. C'est-à-dire, la vraie question qui nous interroge, c'est si on la mettait dans le droit, est-ce qu'elle produirait vraiment les effets escomptés? Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement des éditeurs de presse qui nous expliquent qu'on peut rester finalement sans directeur de la rédaction, on peut trouver d'autres manières de fonctionner, on peut trouver des manières de contourner ce droit d'agrément. Il y a une question, et ça qui m'interroge, mais parce que on est à la confluence de plusieurs libertés quand même. La liberté d'informer, le pluralisme de l'information, la liberté pour les journalistes d'exercer, j'allais dire, leur liberté éditoriale, la liberté d'entreprendre aussi. On est en France dans un modèle où des médias privés existent, on a des actionnaires privés qui contribuent aussi au modèle économique de ces médias. Donc c'est pour ça que c'est une réflexion en cours, parce qu'elle interroge plusieurs libertés fondamentales, plusieurs principes démocratiques. Il y a la question aussi, pourquoi on a évolué, il y a la question aussi de la mise en parallèle du droit de révocation, c'est-à-dire c'est bien avec le droit d'agrément, mais quid effectivement d'un directeur de la rédaction en place depuis des années, dont la ligne éditoriale changerait, ou qui n'aurait pas fait ses preuves. Moi je vous dis, ma réflexion, si on devait aller vers un droit d'agrément, je serais plus pour laisser, le directeur de la rédaction mener son travail pendant 6 mois, pendant 1 an,
il est recruté par l'actionnaire, c'est le droit de l'actionnaire de recruter un directeur de la rédaction, il a une feuille de route, il met en œuvre sa feuille de route, et au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans, quelque chose à discuter. Je ne dis pas que c'est sur ça qu'on va atterrir. Moi, personnellement, ça me dit déjà, c'est une règle qui me paraît plus satisfaisante. Voilà. Mais c'est un sujet à débattre. Alors, il y a Laurent et Nathalie. Ouais, une des raisons aussi pour compléter, c'est qui nous a souvent été évoqué, c'est que ça mettait en cause quelque part, ça pouvait mettre en cause quelque part, le droit de retrait ou la clause de cession. Donc en fait, enlever une forme de protection qui existe déjà. Les deux peuvent être en opposition. Oui, merci beaucoup. Je me permets de revenir sur la question que vous posiez tout à l'heure sur la publicité digitale. Je pense qu'il faudrait peut-être pas complètement inverser la problématique, c'est-à-dire que ces nouveaux opérateurs de contenu, il faut au contraire les aider, les protéger. Et en revanche, il y a peut-être une question sur le marché de la publicité en ligne aujourd'hui, qui est plutôt en position hégémonique, en tout cas les GAFAM se retrouvent en position hégémonique. Donc la problématique est plutôt là. Est-ce qu'il est possible sur un marché aujourd'hui qu'il y ait une position hégémonique occupée par des acteurs qui donnent accès et qui sont des gatekeepers pour l'ensemble de l'information et qui donnent accès à tous les éditeurs et qui ont un droit de vie et de mort. Si on regarde le marché de la publicité dans son ensemble, là, il y a la dernière étude de l'ARCOM et de la DGI, me semble-t-il, mettait en évidence qu'en 2030, les 2 tiers de l'information de la publicité en ligne serait absorbée plutôt par les plateformes numériques et participer au bâtiment des modèles traditionnels. La question n'est pas de se dire qu'il faut absolument protéger les médias traditionnels parce que ce sont des médias traditionnels, non pas du tout. Je crois qu'il faut protéger les médias qui soient traditionnels et eux-mêmes sont des médias en ligne parce que ce sont les seuls qui nous garantissent et qui ont des obligations en matière de garantie de la fabrique de l'information de qualité. Et c'est elle qui est vraiment au centre de ce débat. C'est l'information qui, elle, est en danger. Alors, on peut l'élargir à l'opinion, mais c'est bien la question de l'information de qualité qui est aujourd'hui mise en danger. Et c'est ça qu'on est en train de revoir. Et la publicité aujourd'hui programmatique, ou la publicité digitale, eh bien, elle pose un problème intrinsèquement à la viabilité économique des modèles traditionnels des médias, à l'ensemble des autres médias qui ne sont pas traditionnels. Je pense même à un Mediapart, qui ne fait pas appel à la publicité, donc l'exemple n'est pas forcément le bon. Mais la position, c'est une position de monopole. La raison pour laquelle Google était TF1 et M6 n'ont pas fusionné, c'est bien parce qu'on disait qu'ils étaient en position hégémonique sur le marché de la publicité linéaire. Là, il s'avère que sur le marché de la publicité digitale, on a une position qui est hégémonique par des acteurs américains, et ça a l'air de poser tellement de problèmes. Alors, il y a une question ici. Oui, bonsoir, c'est Crédit Google France. Donc, un petit lecteur de nous. Moi, j'avais 2 questions, plus particulièrement liées au cadre du droit voisin, donc le cadre actuellement en vigueur. Nous savons nous-mêmes à une clarification de ce cadre. C'était d'ailleurs puissant aussi des choses que nous avions eues avant la dissolution sur ce volet. Donc ma première question elle est plutôt liée à est-ce que vous menez actuellement une réflexion sur les acteurs qui doivent justement tomber aujourd'hui dans le champ du droit voisin, parce qu'aujourd'hui Google est le premier contributeur, contrairement à des plateformes comme Microsoft, pour ne pas les citer. Et ma deuxième question, elle est liée à l'articulation entre la PPL que vous déposerez prochainement et celle qui a été déposée côté Sénat par Sylvie Robert, du groupe SER, qui intègre notamment aussi un volet qui concerne le renforcement de l'effectivité du droit voisin. Merci. Alors, une excellente sénatrice Sylvie Robert a repris quasiment intégralement la PPL que j'avais déposée. C'est bien, c'est valorisant. Oui, c'est valorisant. Mais c'est comme ça, de toute façon, on évite d'oublier. Mais ceci dit, oui, donc sur la première partie de votre question qui portait sur les acteurs, le champ des acteurs. Le champ des acteurs, c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent évoqué. J'ai rencontré mais également les autres acteurs et on sait qu'aujourd'hui, même si on peut s'en prendre des fois à Google sur les négociations, sur d'autres critères, sur les données, des choses qui étaient dans ma proposition de loi, on sait que les autres acteurs ne contribuent pas. Donc aujourd'hui, vous avez raison, ce n'est pas évoqué dans cette proposition de loi, mais c'est un sujet qu'il faudra quand même évoquer pour voir comment on contraint. Aujourd'hui, on a eu des discussions, que ce soit avec TikTok, avec Meta, mais par exemple avec X, il n'y a pas aucune discussion possible jusqu'à présent. Donc vous avez raison, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut avancer, qui ne sont pas évoquées jusqu'à présent. Et peut-être je vais rebondir sur la deuxième partie de la question sur le Sénat. Bon, effectivement, il y a eu un dépôt de proposition copié. Moi, je suis plutôt favorable à tout ça. Parce qu'en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, madame,
sur le temps d'inscription, le temps parlementaire. On était déjà dans une situation compliquée dans la 16e législature. Autant vous dire que là, on arrive dans un truc, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc, que d'autres parlementaires, d'autres groupes déposent une proposition de loi, moi je le prends très positivement, que ce soit si le Sénat arrive, parce que le Sénat est plus paisible, parce que Sylvie Robert, étant très impliquée sur les questions culturelles, arrive à le faire passer plus tôt que nous, notre proposition de loi où il y a plusieurs sujets, eh bien, on sera les interlocuteurs légitimes quand elle arrivera à l'Assemblée. Mais moi, je veux dire, aujourd'hui, je crois plus qu'on en est... D'abord, les députés que vous avez devant vous, ils n'ont pas gagné l'élection législative, donc on n'est pas en position de force. Et la deuxième chose, c'est que je crois que quand on dit il y a urgence démocratique, c'est la guerre de l'information, enfin qu'on a tout ce vocabulaire-là, on doit se réjouir que ça passe le plus vite possible au Parlement, que ça vienne du Sénat ou de l'Assemblée. Je veux dire franchement, moi ce qui est important, c'est que ça avance. Et le sujet des droits voisins, il est prêt, il est sur étagère. Derrière la loi, il y a justement à aller chercher ces acteurs. Et donc, moi j'ai envie que ça aille vite. Voilà. D'autres questions ? On se donne encore un quart d'heure si ça vous va, comme ça on finit à 18h45. Bonsoir, j'aimerais un délégué général de la Fédération. Je vais juste revenir sur une chose, vous proposez de revoir le seuil de concentration locale, mais vous ne précisez pas dans quel sens vous voyez les choses. Vas-y, sur les... ouais. C'est le BC, oui, c'est ça. C'est le BC. L'ABC. Ouais. L'ABC. D'autres questions? Remarque? Oui. Bonjour, Pierre Vance, secrétaire du Conseil d'ontologie, journalistique et de médiation. Je note avec intérêt que vous qualifiez l'attraction d'acteur stratégique dans votre rapport en ce qui concerne les questions de déontologie, mais que vous limitez les propos d'opposition qui concernent cette action à plus de communication. Pourquoi ne pas réfléchir à des incitations, à des invitations des entreprises de presse à adhérer à une instance d'autorégulation, que ce soit le CDGM ou une autre éventuellement? Et pourquoi ne pas inviter les médias à travailler ensemble sur la régulation de la déontologie? Merci pour votre belle question. Parce que quand un député macroniste parle de régulation des médias, très souvent il est peu légitime aux yeux de certains dans la profession. En tout cas, moi je l'ai remarqué dans nos échanges et auditions. Donc, moi je pense, et vous avez raison monsieur, que ce CDJM qui est né de la profession, il est... aujourd'hui, il fonctionne, il met des avis, ses avis sont transparents, il est contesté par une partie de la profession, il est critiqué. Et en tout cas, ce que l'on constate, c'est que les pratiques déontologiques, l'application de la loi Bloch, les CHIPIP, les comités d'éthique sont très variables selon les médias et que le citoyen, en tout cas, n'a pas connaissance ou peu connaissance des instances qu'il peut saisir pour intervenir et échanger avec la profession sur ces pratiques. Donc, nous, on est plutôt très favorable dans nos discussions à ce qu'il y ait une structuration de cela, soit un renforcement du CDJM, soit un remplacement par autre chose. Enfin, le sujet, c'est que déjà, entre les différents organes, on va dire, professionnels que l'on a reçus, on sent que la profession est très divisée sur le sujet, qu'il y a peu de reconnaissance des avis du CDJM, par certains. Et donc, on estime, on ne s'est pas beaucoup exprimé dans le rapport là-dessus, parce qu'on estime que c'est plus à vous, la profession, de prendre des choses en main sur ce sujet. Alors peut-être pas vous, monsieur, puisque vous êtes déjà secrétaire général du CDJM, mais en tout cas, c'est un élément essentiel de la confiance, mais dès qu'on parle des pratiques internes au métier, ou de la profession. Moi, j'ai utilisé, par exemple, dans une audition, le terme « faites un peu le conseil de l'ordre », comme les avocats ou les architectes qui s'auto-régulent quand il y a un conflit, etc. Parce que beaucoup même de patrons de presse ont réagi très négativement sur la question de l'extension du délai de prescription quand on était sur la loi sur le statut des élus locaux, notamment à cause de l'hyper-judiciarisation d'un certain nombre de sujets par des élus, notamment. Et donc, si on veut moins de judiciarisation, il faut plus de médiation.
Donc, c'est un de vos rôles. Dans le rapport des EGI, je crois qu'il y a beaucoup de propositions assez fortes sur le sujet de la médiation. Dans les nôtres, peut-être un peu plus modérées, mais en tout cas, sur le fond, on est convaincus que c'est un chemin à faire. Après, que ce soit aux politiques de dire qu'il faut le faire, je ne suis pas sûre qu'on soit beaucoup entendu. Peut-être Nathalie, si tu voulais réagir. Non, je peux juste rebondir sur de l'ordre des journalistes. Je connais Patrick Helmut, qui était le créateur du CDJM, dire que c'était toujours. Enfin, personne n'en voulait. Je peux juste intervenir 2 secondes, parce que c'est bien avant M. Macron, hein, le début de la réflexion française sur le Conseil de presse, c'est l'APCT en 2007. Donc, M. Macron n'était pas encore né. Et puis ensuite, il y a eu l'Observatoire de l'alimentation d'information, puis la création du CDJ. Ça, c'est pas. Il y a beaucoup de fausses, disons, de faux problèmes autour du CDJ. L'intérêt par rapport aux labellisations dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est que la labellisation, elle est a priori. On dit ce journal-là, il est bien, vous pouvez le lire, il n'y a pas de fake news. Et ça fait de l'information officielle. L'intérêt du CDJN, de tout conseil de presse équivalent, c'est que c'est a posteriori et que c'est à partir des règles définies, les liens d'intérêt, toute une série de choses, le respect de la vie privée, etc. Tout ça, c'est a posteriori quand un article ou une émission a été diffusée et qu'à ce moment-là, on peut en parler. Donc il n'y a aucun problème de censure, il y a uniquement un problème de est-ce que, comme disait Charles Péguy, est-ce que le bâton de chaise fut bien fait en lui-même, pour lui-même? Voilà. Et bien là, c'est est-ce que l'article d'émission a été bien fait en elle-même, pour le public, mais en fonction des critères déontologiques. On conclut? Non, je ne veux pas. Bon, écoutez, je vous propose qu'on conclue. On est à votre disposition pour la suite des opérations et on aura certainement besoin de vous. Merci.